Je suis en compagnie de Madame la députée Nicole Dubré-Chirat, La République En Marche, département du Maine-et-Loire, et Dounia Bouzard, qui est anthropologue des religions et qui est membre de l'Observatoire de la laïcité, pour faire un point sur le fait religieux en entreprise, qui est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, mais qui pourtant est assez prégnant dans les entreprises aujourd'hui. Alors peut-être que je vais commencer par l'anthropologue, qui peut nous expliquer comment la religion rentre comme ça dans l'entreprise et comment le communautarisme peut se développer. Alors l'entreprise, c'est une petite société à part, donc c'est vrai que tous les individus grandissent dans un univers où ils ont des croyances ou des incroyances et ils ne peuvent pas les mettre à la porte de l'entreprise. Mais on a une grande différence en 2019, c'est qu'on n'a plus affaire à des gens qui appliquent de façon uniforme des croyances traditionnelles. C'est-à-dire qu'on est dans un monde de mondialisation avec Internet. Ça provoque ce qu'on appelle une acculturation, c'est-à-dire que finalement, les gens apprennent à être à la fois de culture française et de confession musulmane, par exemple. On peut avoir des gens qui sont à la fois noirs, de couleur noire et de culture française, qui n'ont absolument pas de double culture. Donc la mondialisation fait que chacun se réinvente une façon d'être soi, et n'applique plus de façon traditionnelle la façon d'être musulman, la façon d'être juif, la façon d'être chrétien. Il tricote des nouvelles manières de croire. Alors ça déstabilise tout le monde. Il y a du pire et du meilleur dans les façons de tricoter la façon de croire dans la mondialisation. Ça provoque des radicalisations. Ça provoque aussi des modernités, des modernisations. Mais chacun est un individu qui se redéfinit. Donc, les gens qui gèrent toute une espèce de réciprocité de la laïcité, puisque la laïcité, c'est respecter ceux qui croient, mais aussi respecter ceux qui ne croient pas, et même ceux qui veulent changer de croyance, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant, où on savait que le Marocain, l'Africain, voilà, ils avaient chacun leur façon d'être. Là, c'est beaucoup plus différent. Alors, Madame la députée, l'entreprise privée échappe à l'obligation de laïcité par définition, puisque l'État est laïque. Mais dans l'entreprise, finalement, il n'y a pas de règles en la matière, on doit respecter tout le monde. Comment le législateur s'empare de ce sujet pour que le respect de chacun soit la règle dans une entreprise ? Alors je ne dirais pas que dans les entreprises privées, on n'est pas à respecter la laïcité, puisque la laïcité, c'est un principe qui permet de vivre de manière collective. Donc en fait, chacun est chargé de s'imprégner de la laïcité. Après, c'est dans l'expression, dans le milieu de travail. Et en fait, ce qui permet de vivre mieux dans une entreprise et que le législateur a mis en place, c'est la référence au droit. C'est-à-dire qu'il y a des lois et du droit qui permettent de travailler dans une entreprise, alors soit dans une entreprise publique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, où on a un principe de neutralité, soit dans une entreprise privée où on n'y est pas contraint, mais on a quand même des règles de vie dans une entreprise qui permettent que de l'embauche, on ne doit pas faire de discrimination, à l'exercice d'un salarié, où on doit aussi être contraint par des règles de sécurité, d'hygiène, des règles de bonne conduite qui peuvent être précisées dans un règlement intérieur dans une entreprise, qui permettent que chacun vive sans revendiquer sa religion en priorité. Parce que c'est peut-être aussi l'expression qui s'est modifiée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'auparavant, peut-être qu'on revendiquait moins sa religion dans son exercice professionnel, qu'elle soit catholique, protestante, juive. Aujourd'hui, peut-être qu'effectivement, la religion musulmane prend un peu le pas et s'exprime de façon plus importante. Au demeurant, c'est celle qu'on voit le plus parce que c'est la loi des nombres. Mais j'entends dire par des salariés d'entreprise ou par des DRH que toutes les religions ont leur petite communauté dès qu'il y a 7-8 personnes qui sont rassemblées dans la même entreprise. On ne va pas stigmatiser une autre parce que alors là, tout le monde est sur un pied d'égalité. Oui, mais je pense qu'après, dans une entreprise, j'entendais des DRH justement la semaine dernière qui étaient aussi en difficulté par rapport à des recrutements. Je pense que quand on précise dans le recrutement sur quel poste on va et quelles sont les conditions d'exercice du poste,
quand on recrute, on n'est pas forcément dans de la discrimination. Si quelqu'un porte un voile mais ne veut pas se couvrir dans une entreprise d'agroalimentaire, ou quelqu'un qui travaille dans le bâtiment qui ne veut pas mettre un casque, c'est pas de la discrimination si on ne l'embauche pas. Mais c'est aussi le fait de respecter des règles de protection et d'organisation de l'entreprise. Alors, il y a du fait religieux dans l'entreprise qui m'est remonté récemment, puisque je téléphone à pas mal de DRH en ce moment, et une DRH me disait, il y a des heures où les femmes ne sont pas bienvenues dans l'entreprise. Comment on se garantit de ce genre de choses, puisque l'entreprise, ne serait-ce que le DRH, a le droit de se déplacer dans toute l'entreprise à toute heure pour savoir ce qui s'y passe. Alors, la différence entre l'entreprise et l'institution publique, c'est-à-dire les gens qui travaillent pour l'État, c'est que les gens qui travaillent pour l'État, ce qu'on appelle le droit public, impose la neutralité aux salariés. Alors que dans l'entreprise, comme Madame la députée l'a indiqué, ce sont des règles qui sont liées à la mission du travail. C'est-à-dire que le manager a énormément de règles que souvent il ignore, qui ont force de loi, qui sont des jurisprudences avérées depuis des années, où il peut limiter la manifestation de ce que le salarié va appeler liberté de conscience ou liberté de culte, s'il entrave justement les règles nécessaires pour accomplir la mission, comme Madame la députée l'a dit, les règles nécessaires pour l'organisation de la mission, les règles nécessaires pour la sécurité, l'hygiène et même l'intérêt financier de l'entreprise. Donc les managers ignorent qu'au fond, tout existe pour interdire un comportement qui entrave le travailler ensemble. Ce dont vous parlez, une interdiction de la présence de femmes dans un espace du travail, c'est encore plus grave que l'entrave à la laïcité. C'est à la fois aussi, c'est carrément, on appelle ça un harcèlement discriminatoire, ça existe dans la loi. C'est refuser un salarié en vertu de son genre, c'est puni gravement. Je rappelle que la discrimination n'est pas une opinion, c'est un délit pénal, et le manager aurait largement de quoi faire un avertissement, 2 avertissements, 3 avertissements, licenciement. Ce ne serait absolument pas discriminatoire, même si celui qui est discriminant dirait « c'est ma liberté de conscience, soi-disant dans ma religion, je ne peux pas croiser des femmes » ou ce type d'argumentaire manipulatoire n'aurait aucune incidence puisque le délit est là. Et peu importe la justification, ce qui est important, c'est le délit. Mais les managers ignorent qu'ils ont toute une palette de choses, comme Madame la députée l'a indiqué, qui peuvent appliquer et qu'il faut appliquer. Parce que si on ne l'applique pas, ça provoque quelqu'un de harcelé. C'est quelqu'un qui veut se venger ensuite. Donc ça provoque des clans dans l'entreprise qui vont entraver les valeurs communes. Parce que la diversité, elle est belle, mais il faut regarder dans le même sens. Et il faut être attaché par des valeurs communes. Alors, il y a ce qui semblerait indispensable, puisque là, dans le cas qui nous a été remonté, c'est déjà trop tard, puisque le mal est fait. Comment on prévient ? Comment on prévient ce genre d'attitude ? Comment on prévient ? Je pense que d'abord, il y a de la pédagogie à faire, de l'information, ça en fait partie. Partout où on peut décliner l'information sur ce que c'est que la laïcité, comment ça peut s'exercer dans le secteur public ou privé ou dans le quotidien. Il y a de la formation. L'Observatoire de la laïcité fait des sessions de formation multipliées à la demande. Auprès des entreprises, auprès des scolaires, auprès de tout un chacun qui le demande. Il édite aussi des guides par secteur. Il y en a un sur le fait religieux dans l'entreprise privée, des guides très simples qui sont des guides de bonne conduite. Donc je crois que ça doit être décliné au maximum et au plus près des personnes et des DRH notamment pour qu'ils évitent d'être en difficulté et de se mettre dans des difficultés dont ils ne peuvent plus sortir après. On a tous en tête la jurisprudence Babylou où une salariée avait jugé discriminatoire le fait de ne pas pouvoir avoir un foulard dans l'exercice de son travail. Il y a eu aussi, on a entendu parler à la RATP, des chauffeurs qui ne voulaient pas prendre le bus si une femme avait conduit avant eux. Là, une fois qu'on en est là, l'entreprise est piégée. Mais c'est-à-dire qu'en fait, vous savez, il ne faut pas oublier que l'Europe, c'est le continent le moins religieux du monde.
La France, c'est le pays le moins religieux de l'Europe. Donc on habite dans l'exception de l'exception. On est mal à l'aise avec tout ce qui touche aux religieux. C'est comme si c'était un tabou. On a 8 guerres de religion. On a aussi des traumas collectifs dus quand même au terrorisme. Donc ça vient rajouter, on a des couches, inconsciemment on a des couches qui nous empêchent de nommer les choses. Mais moi, mon expérience, puisque ça fait 20 ans que je travaille au sein des entreprises, c'est que quand vous travaillez avec des représentants de tous les groupes de l'entreprise, les syndicats, tous les gens qui sont là, et que vous êtes transparent sur les critères, et qui se rendent compte que finalement, la gestion du fait religieux, ça repose sur des lois qui sont réciproques, et que le but, c'est de trouver les plus grands dénominateurs communs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas valoriser une différence individuelle, mais on peut faire en sorte que les gens soient le plus heureux au sein de l'entreprise de manière inclusive, tout en continuant à manger ensemble, à toujours être mélangés ensemble, et que finalement c'est un bénéfice pour tous. Eh bien, quand ces critères sont clairs, que vous faites des chartes avec les salariés, ceux qui étaient contre votre venue au début et qui commençaient à dire « Ah non, non, vous allez être discriminant comme si » ou « Vous allez être pro-religieux de l'autre », vous avez toujours des clans qui ont peur et qui se rigidifient. À la fin, ce sont les premiers à porter les chartes et à dire « Mais le droit que je respecte, il s'applique à toi, et toi, tu peux être ce que tu es, parce que moi, je peux être. Tu dois respecter ma liberté. La tienne, elle s'arrête là. La mienne, elle s'arrête là, et elle commence là. » Et les gens, finalement, ne demandent que ça. Donc, il faut arrêter de faire du religieux des secrets de famille. Les secrets de famille, quand on n'en parle pas, vous savez ce que ça devient. Hein, et alors, les gens sont seuls avec leur subjectivité. Ensuite, ils font de la discrimination ou du laxisme à la fin, parce qu'ils ne savent pas comment gérer. Donc, c'est tellement dommage, avec tout ce qui existe en France, qu'on ne l'applique jamais. En France, on a tendance à rajouter une loi quand il y en a une qu'on n'arrive pas à faire appliquer. Est-ce que, comme on a su toiletter le Code du travail il y a quelques années, on va toiletter les articles qui vont permettre d'avoir une application peut-être plus simple de la laïcité et du respect? Parce qu'on ne peut pas parler de laïcité dans l'entreprise privée, mais du vivre ensemble et du respect dans l'entreprise privée. Actuellement, on a un panel de lois suffisant pour mettre à l'aise les DRH ou les directeurs d'entreprise. Je pense qu'on a été quand même un certain nombre à dire qu'on ne va pas légiférer pour légiférer sans utiliser le panel qui existe déjà. Et je pense qu'on n'a pas besoin de lois supplémentaires. Pour le moment, ce qui manque, c'est la connaissance des textes existants et la mise en œuvre. Et puis, la laïcité, comme le dit Zaid Dounia tout à l'heure, c'est vraiment le principe de vie en collectivité, ensemble. Donc, c'est pas des interdictions supplémentaires, parce que de toute façon, on peut en mettre énormément d'interdictions. Dès qu'on en a une supplémentaire, elle n'est pas respectée, on s'ingénie à la contourner. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'interdiction. On a soit la loi, soit les jurisprudences qui existent, qui permettent à tout un chacun, dans l'entreprise, de pouvoir gérer. Moi, j'ai travaillé dans le public, dans le privé, en secteur libéral. J'ai vu effectivement petit à petit monter des demandes de personnes de pouvoir faire le ramadan. Et ben, tout le monde peut faire le ramadan à condition qu'il n'y ait pas d'incidence sur le travail au quotidien. Les jours de congé pour des fêtes religieuses, si ça ne pose pas de problème dans la demande de congé ou dans l'organisation de l'entreprise, il n'y a pas de souci. Donc on n'est pas obligé de faire des problèmes là où il n'y en a pas. Par contre, quand ça devient une impossibilité pour l'entreprise de s'organiser, là, ça pose un problème. Alors, un organisme qui est méconnu, c'est l'Observatoire de la laïcité. Est-ce que vous pouvez nous en donner une petite description pour voir comment on peut se tourner vers l'Observatoire de la laïcité pour se faire aider, puisque vous parliez de brochures, comment on vous joint, comment on fait pour soit vous faire intervenir, vous, madame, dans l'entreprise pour aider à mieux vivre ensemble? Juste avant de répondre à cette question, je voudrais quand même rappeler, c'est vraiment simple, tout ce qui va entraver l'aptitude à la mission professionnelle peut être interdit par le manager. Ça, il faut bien... C'est pas la question de faire monter des droits individuels. Il faut au contraire, les entreprises, selon leur culture, selon leur histoire, qu'elles réfléchissent à... Nous, on travaille sur la notion de plus grand dénominateur commun. C'est-à-dire que, par exemple, puisqu'on a parlé du ramadan ou de l'alimentation,
au lieu de faire des demandes particularistes qui vont amener les gens à manger table par table avec des choses confessionnalisées, on va plutôt mettre de la diversité, du poisson, des œufs à côté du porc, pour que les gens puissent chacun choisir ce qu'ils veulent, quitte à mettre par exemple le détail dans les sauces pour que les gens qui sont allergiques, etc., aient un bénéfice commun à la nouvelle mesure. Mais il ne faut jamais gérer les choses en collectif. Là où les problèmes commencent, c'est quand les entreprises gèrent des choses particularistes pour un groupe d'individus, parce que ça fait monter les groupes les uns contre les autres sur des particularités et on n'a plus de valeurs communes. L'Observatoire de la laïcité, c'est un organisme où les gens ont été nommés par le Premier ministre, donc qui comprend des personnalités qualifiées comme moi, qui travaillent sur le sujet depuis longtemps, et puis des représentants politiques de tous les bords, qui siègent aussi et qui font le lien avec finalement les citoyens, les évolutions historiques. Et bien sûr, c'est un organisme d'État qui, donc, comme Madame la députée l'a dit, a conçu avec les personnalités qualifiées des référents gratuits pour chaque secteur qui sont déjà une première culture générale pour les managers et qui peut être saisi pour des conférences. Alors peut-être un peu moins dans le monde du travail, mais au moins pour les institutions publiques. Alors, on vous joint, mais est-ce que vous pouvez porter assistance ou diffuser vos brochures? Comment se diffusent vos brochures? Par exemple, on parlait tout à l'heure de la brochure sur la laïcité en entreprise. Comment on peut se les procurer? Alors il y a un site déjà de l'Observatoire où tout est expliqué, tout ce qu'ils font, et on peut joindre, enfin c'est Jean-Louis Bianco qui est le président de l'Observatoire avec Nicolas Cadenne qui sont les deux maillons forts, je dirais, de l'Observatoire. C'est une toute petite équipe mais qui répond très très facilement à des questions par mail, par téléphone, à des interventions auprès d'associations, auprès d'entreprises s'ils le souhaitent, et qui diffuse soit par mail, soit sur support papier, des guides sur lesquels ils travaillent. Par exemple, en ce moment, il y en a un sur la laïcité en milieu sportif, auprès des clubs de sport, parce qu'il y a eu un certain nombre de difficultés. Donc, selon les sollicitations, ils écrivent avec des partenaires des guides de bonnes pratiques qui sont un support et une aide. Mais ils interviennent aussi à la demande. Ils font beaucoup de déplacements sur tout le territoire. Donc, c'est assez facile. Ça existe depuis longtemps. C'est encore pas assez connu. Et c'est vrai qu'il faut savoir les solliciter parce qu'ils ont des réponses tout à fait adaptées. Et celles qui n'ont pas encore, ils les travaillent avec les partenaires concernés. Alors, on va mettre les coordonnées de l'Observatoire de la laïcité ici sur l'écran pour qu'on puisse vous joindre et aider, parce que certains sont un peu, se sentent un peu coincés, ils ne savent pas bien par quel bout prendre le problème pour améliorer et pour fluidifier les relations entre les salariés dans l'entreprise. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite et Merci on espère vous revoir bientôt pour d'autres travaux de l'Observatoire de la laïcité. Merci beaucoup, mesdames. Merci.